What's up les déglingos, comment ça va? Bien ou bien? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un truc les gars, on va parler d'un truc. Pour l'occasion, j'ai sorti mon petit short rouge. Attention, celui-là, je le sors pour les grandes occasions. Juste après le jingle, je t'en dirai un petit peu plus sur cette histoire improbable d'une moto de compétition qui a eu un destin digne d'une série de Netflix. Allez, jingle. Nous sommes dimanche, il est 12h22 et ces informations sont strictement inutiles pour toi parce que je vais te parler d'une histoire incroyable concernant la Petronas FP1, une moto aussi mystérieuse que bandante. Alors pour remettre un petit peu les choses en place, tu connais sûrement déjà Petronas, tu as déjà vu le logo quelque part. Tu as déjà peut-être entendu parler d'une écurie ou de l'entreprise tout simplement. C'est une entreprise qui nous vient de Malaisie et qui est à Kuala Lumpur. Et pourquoi je te dis ça? Parce que un jour, dans les années 2000, ils se sont dit tiens, on va se lancer dans la moto GP. On n'a pas de moto, on n'a pas de moteur, on n'a jamais fait ça de notre vie. Mais tu sais quoi, c'est pas grave, nous on est des fous, on a de la thune. On peut engager qui on veut, on va engager les meilleurs, et puis en partant de zéro, on va s'engager avec une moto construite complètement neuve en moto GP. C'est l'histoire de la Petronas FP1. Bon alors si je te parle de la moto GP, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Nous avons Petronas d'un côté, nous avons le monde de la MotoGP d'un autre côté, et de l'autre côté, nous avons les ambitions de Petronas qui sont totalement dans la stratosphère, hein. Ils ont pas du tout les pieds sur terre. Ah non. Donc Petronas se lance dans la fabrication d'une MotoGP. Et ils appellent qui? Ils appellent Sauber. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, hein. Vous le savez, ils sont en F1 et ils ont l'expérience et puis surtout les moyens de pouvoir concevoir un moteur de haute performance. Et puis comme les moteurs de MotoGP ne sont pas si différents et ressemblent en beaucoup de points à l'ingénierie sur les moteurs de F1, Petronas engage Sauber, tout simplement. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait, Sauber s'exécute et ils font un premier moteur en 2001 et ils le présentent, voilà, tout simplement. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, puis là, ils se sont dit, les gars, on est Sauber quand même, hein, on peut faire un peu mieux. Du coup, ils se sont dit, on va faire plusieurs moteurs. Et ils sont revenus avec un deuxième moteur. Bon, et là aussi, une belle réussite, hein. Le moteur a été vraiment un petit bijou. Il avait l'air très bien parfait, etc. Et puis, du coup, ils l'ont prévu pour l'essayer. Et puis là, ça c'est compliqué. Bon, alors attends, pour remettre les choses en place, déjà, le moteur qu'ils ont fait, c'est un 3 cylindres et il fait presque 200 chevaux à 15 000 tours minute. C'est pas mal. Bon, les gars, quand même, ils se sont fait un peu chier avec ce moteur, hein. C'est quand même un petit bijou, hein. C'est un 3 cylindres de 200 chevaux qui prend 15 000 tours. Donc déjà, c'est pas mal. Déjà, eux, à la base, ils disent ouais, on pourrait faire plus, on pourrait faire un moteur de 270 chevaux. Mais bon, si on peut pas passer la puissance au sol, ça servirait à rien. C'est pas faux. Aujourd'hui, les motos GP, elles sont bourrées d'électronique, elles font pas 300 chevaux et elles sont intenables. Donc déjà, tu te dis que dans les années 2000, les gars, ils étaient capables de sortir 270 chevaux d'un 3 cylindres. Et en plus de ça, ils ont mis des soupapes pneumatiques. Alors, si tu sais pas de quoi je parle, il va falloir te renseigner. Ou aller voir la chaîne de Villebrequin, si tu connais pas. Mais en gros, les soupapes pneumatiques, voilà, t'as compris quoi. Toi, t'es là, les soupapes, elles sont là-haut, elles sont avec Thomas Pesquet dans l'ISS. Hein. Bon, comme je t'ai dit, tout se passe pas comme prévu. Ils font les essais et puis une semaine après, les gars, au dernier moment, ils disent
Bah finalement, on va pas s'engager en MotoGP, on va faire du Superbike. Et bon, je veux pas dénigrer le Superbike, mais aujourd'hui, le top niveau, c'est le MotoGP. Et comme le top niveau en voiture, c'est la F1. Et là, les gars, ils disent, bah non, en fait, on va dans la catégorie juste en dessous, là. Hein, non, nous, ça, voilà. Hein, parce que... Et puis, comme par hasard, comme tu t'en doutes bien, bah, ils ont pas donné les explications précises. L'histoire reste vachement opaque, mais bon, il paraît que les rumeurs disent que Sauber aurait été un petit peu gourmand et que dans les négociations pour aller en MotoGP, ils auraient demandé un petit peu beaucoup de thunes. Et donc du coup, ils se sont dit, Petronas, eh ben, allez vous faire foutre, on va en Superbike, ça nous coûtera moins de sous. Bon bah là, clairement, hein, Sauber, ce qui les intéressait, c'était d'être au top niveau, tu vois, pas d'être relégué dans la Ligue B. Donc du coup, ils se sont dit, bah vous allez pas en MotoGP, eh ben très bien, nous on se casse, allez, ciao. Bon, du coup, Petronas, ils ont besoin quand même de quelqu'un pour aller en Superbike. Et ils choisissent Karl Fogarty. Eh oui, ils ont besoin de quelqu'un parce que rentrer en Superbike, c'est pas facile et il y a des règles hein, quand même, tu t'en doutes. Ouais, la MotoGP, si tu veux, ils s'en battent un petit peu. Enfin, c'est pas qu'ils s'en battent les steaks, hein, mais c'est que c'est des prototypes, etc. Il y a... Voilà, tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec la Brel. Ah, en Superbike, c'est pas comme ça, non. Le championnat Superbike, il se veut être un championnat de moto qui se vendent dans le commerce, hein, voilà. Avec de très petites modifications au niveau du moteur, hein, pour quasiment dire aucune modification. C'est tout sur le reste de la moto que tu peux faire des trucs. Mais voilà, le but est de faire un championnat avec une moto le plus proche possible de ce que tu peux retrouver en concession. Et oui, et là tu comprendras que pour faire le championnat du Superbike, eh ben oui, il faut faire 150 machines destinées à la commercialisation comme ça à monsieur tout le monde. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi refaire le moteur, et oui, parce que les MotoGP c'est des 1000, mais en Superbike il y a des règles à l'époque, et les seuls à être en 1000 c'est les moteurs bicylindres. Pour les 4 cylindres c'était 750 cm3, et donc pour les 3 cylindres eh ben, c'était un petit entre-deux, c'était 900 cm3, hein, dont Benelli qui était aussi en 3 cylindres à l'époque. Donc là concrètement, même s'il y a déjà un moteur, ils sont obligés totalement de le revoir pour respecter les règles et qu'il fasse 900 cm3. Et pour ça, on appelle qui? Eh ben, on appelle Suter. Bon alors là, déjà, c'est pas n'importe qui, hein. Eskil Suter, c'est un Suisse, hein, c'est un champion suisse de moto, et puis en plus de ça, il a une belle expertise dans la moto, ouais, ça, il sait en faire, hein. La preuve... ça a donné la MMX 500, je sais pas si tu connais, mais je t'invite forcément à aller voir les specs de cette moto. Bon, à ce stade-là, les gars de chez Petronas, ils sont chauds patates, hein. Alors là, ils veulent qu'une chose, c'est en décote sur la piste. Tu te souviens tout à l'heure quand je te disais que Petronas, voilà, leurs ambitions, ils étaient dans la stratosphère, ils avaient pas les pieds sur terre. Eh ben, vous savez quoi, les gars, on est en janvier. En juillet, il y a la première course de Superbike, eh ben on sera présent. Bon, du coup, là, déjà, quand ils ont sorti ça, Suter, ils ont dit... bon, les gars, y a... le moteur, il est là, hein, c'est cool, mais on doit tout reprendre quand même. On doit tout refaire. Même s'il est déjà là, on doit tout reprendre pour faire un moteur qui respecte les règles. Hein. Donc, je sais pas si en 6 mois, ça va être jouable. On est balèze, mais là, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais bon, Karl, il est bien chaud, Petronas, c'est pareil, ils disent Bob. Allez Bob, vas-y, bosse sur la moto, t'inquiète, nous on roule en juillet. Ah oui, et puis en plus de ça, les gars de chez Petronas, quand ils arrivent, ils font les choses bien, tu vois. Alors les gars, ils ont mis un budget mais énorme pour avoir des ateliers de malades. Et toute une structure gigantesque, hein. Donc le camion, les ateliers machin bidule. Ah, ils ont dépensé un gros billet, hein. On est sur 1,5 million de livres sterling, hein, à l'époque, hein, dans le début des années 2000. Et les gars, ils ont jamais fait une seule course en Superbike. Donc ça te dit comment ils sont chauds, les gars. Donc du coup, je vous rappelle, on est en janvier, ils disent... on va refaire un moteur, on va faire la première course qui est en juillet. Et ils disent, bon ok, du coup, en mai, on présente la moto. En mai, ils présentent rien du tout. Bah ouais, Suter, il les avait prévenus, hein. Un moteur de compétition, ça se fait pas comme ça, hein.
Donc du coup, eh ben, ils font quoi? Ils annulent la conférence de presse prévue en mai. Et puis la conférence de presse, elle est reportée au 11 juin. Et du coup, finalement, en juillet, eh ben, les moteurs, ils sont enfin prêts. Et ouais, Suter, ils ont réussi à faire un petit moteur, voilà, ils ont tout repris, hop, c'est nickel, c'est dans le châssis. Ah oui, parce que du coup, le châssis, ils ont été obligés de le faire fabriquer, hein, et il a été fabriqué par Harris, hein, qui est un spécialiste de ça. Et donc, du coup, le moteur, il a vraiment été conçu pour rentrer dans ce cadre, et le cadre a été conçu pour pouvoir avoir ce moteur là. Bon, la moto elle est prête, le châssis il est prêt, le moteur c'est ok, on est en juillet et c'est l'heure de la course. Et voilà, elle va pas courir non plus. Et oui, parce que souviens-toi, je t'ai dit que pour pouvoir rouler en superbike, il ne faut pas que la moto de course soit prête, il faut aussi que les motos qui doivent être commercialisées soient prêtes et en vente. Et oui, Suter, ils avaient déjà pas mal de retard, ils ont quand même réussi à finir ce moteur-là pour juillet, ce qui est déjà incroyable. Mais bon, vu qu'ils étaient quand même pas mal à la bourre, ils ont pas pu mettre ce moteur dans 75 autres motos. Et pourquoi 75 motos? Eh ben parce que Petronas s'était rangé avec les patrons du Superbike en disant écoutez, nous on veut rouler tout de suite, on va rouler donc en juillet en Superbike. Pour prouver notre bonne foi, on va vous fabriquer 75 motos en Angleterre et puis 75 autres qu'on va sous-traiter et qu'on va faire en Malaisie chez nous. Donc 75 motos plus 75, ça fait 150 en tout. Et avec 150 motos, avec ça, ils pouvaient donc courir en Superbike. Et comme la moto, au début, eh ben, était conçue et puis assemblée en Angleterre, ils se sont dit, allez, on en fabrique 75 en Angleterre et on pourra rouler en juillet. Eh ben, sauf que non, ils étaient trop à la bourre. Et du coup, entre-temps, ils ont embauché 2 pilotes pour faire un petit peu la tournée et faire de la promotion comme ça et faire tourner les motos pour voilà, montrer qu'elles sont là, elles sont fabriquées et qu'on est chaud. Et en 2003, eh ben, on sera là pour le championnat du Superbike et on va vous mettre la misère. Bon, ben justement, c'est en 2003 que les choses commencent à devenir intéressantes. Hop, c'est la première année où ils sont sur la grille. Et ils ont déjà un pilote, un Australien, Troy Corser, et la première course qu'il fait, il se qualifie en 4e position. Ah, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Mais finalement, la moto, elle fera pas de très bons résultats dans toute la saison. Elle fera quelques podiums et quelques résultats, mais jamais de première place. Pourquoi, tu vas me dire? Eh bien, parce que la moto, elle pète le feu, hein. Elle pète tellement le feu, hein, mais littéralement, hein, au sens propre. Elle pète tellement le feu que du coup la moto elle surchauffe, mais elle surchauffe d'une force que du coup le moteur il est pas fiable et ils ont plein de soucis mécaniques. Bon bah alors là du coup Petronas ils sont un petit peu dégoûtés et du coup ils disent bye bye à Suter et ils disent bonjour à Ricardo qui est un spécialiste anglais de la préparation des moteurs pour pouvoir reprendre un petit peu ses problèmes et cette fiabilité. Sauf que il suffit pas de faire que ça. Et oui, du coup, s'ils retouchaient le moteur pour le rendre plus fiable pour la version compétition qui était sur les circuits, ils devaient retirer toutes les motos du commerce qui étaient vendues à Monsieur Tout-le-Monde. Ils sont obligés d'importer les améliorations du moteur de course vers les motos qui sont commercialisées. Parce que je t'ai dit que le moteur entre la route et le circuit, ça doit être les mêmes, hein. Sinon ils peuvent se faire disqualifier. Du coup, ils sont obligés de tout reprendre. Donc du coup, Petronas, il se magne le derche, hein, parce qu'il faut faire ça pour être prêt pour la saison 2004. Sauf qu'entre-temps, tout se passe pas comme prévu, hein. Bon, comme depuis le début, il n'y a que des emmerdes. Et là, en 2004, le règlement, il change. Et du coup, tout le monde peut avoir un moteur de 1000 cm3. Que tu sois un bicylindre, un 3 cylindres ou un 4 cylindres, tout le monde peut avoir un 1000. Et là, du coup, c'est compliqué. Parce que soit ils sont obligés totalement de refaire un nouveau moteur en 1000 cm3, soit ils repartent avec le même moteur mais fiabilisé. Et qui dit repartir avec le même moteur dit 10% de moins de performance par rapport aux autres. Et ça va les handicaper quand même, hein.
Et les emmerdes continuent puisque Troy Corser, eh ben, il se barre de l'équipe fin 2004. Et donc l'année suivante, vous allez retrouver Troy Corser eh ben, au guidon d'une Suzuki. Et ben, cette année-là, il va gagner le titre, tout simplement. Voilà. Et au contraire, Petronas, bah, la moto, non, ça va pas. Les pilotes, ils y arrivent pas. Et les deux pilotes engagés, ben, ils finissent dans le fond du panier, 18 et 22e du championnat. Ah ouais, et du coup, je t'avais dit aussi, les motos, elles avaient été enlevées du commerce pour pouvoir refaire ça correctement. Et on est en 2005, et du coup, les moteurs, eh ben, ils sont toujours pas prêts. Les motos, elles ont pas été remises en vente dans le commerce. Mais bon, hein, les résultats de Petronas, ils sont tellement nuls à chier que les autres équipes, elles portent même pas plainte contre ça. Bon, à ce stade, tu te doutes bien que là, ça commence vraiment à puer du cul. Et là, les copains, depuis le début, c'est que de la merde. On fait que de la merde, les résultats, c'est de la merde, la moto et tout ce qu'il y a autour, c'est de la merde. Et ben, qu'est-ce qu'on fait en 2006? Et ben, on remballe tout, hein, on plie les Gaules, on rentre chez nous, gros stop, et puis terminé, merci, au revoir. Allez, on continue un petit peu l'histoire. Du coup, en 2008, eh ben, notre petit Foggy, dit Carl Fogarty, eh ben, il décide de revendre tout le matos acheté par Petronas. Ouais, c'est même pas lui qui a déboursé la thune, c'est Petronas, hein, ils ont tout acheté. Et lui, bah, écoute, les pièces, elles sont là, c'est lui qui gère le truc, voilà. Il décide de tout revendre, toutes les pièces, tout le stock, absolument tout. Elle est belle, l'histoire. Donc en 2008, tout est racheté, hein, le stock de pièces, le camion, etc. Ça s'arrête là, quoi. Jusqu'en 2010. Et ouais, parce qu'en 2010, bah, y a une vidéo qui sort, et puis qu'est-ce qu'on retrouve pas donc dans un entrepôt, là, comme ça, toutes bien alignées? Et ben on retrouve les 60 motos anglaises, hein, qui avaient, qui étaient quelque part, quoi, voilà, hein, depuis 2006, il y avait pas de nouvelles. Et puis on les retrouve en 2010, toutes bien alignées, là, donc il y en a 60 sur les 75 donc produites en Angleterre, et elles sont là, dans un entrepôt, elles attendent. Et bon, ce qu'il y a encore de plus chelou, c'est que Petronas a passé ça sous silence, hein, donc en 2006, hop, on bazarde tout ça, silence, hein, on met tout ça dans la cave, on ferme à clé et je veux plus en entendre parler. Et on sait pas pourquoi. Hein, voilà, donc il y avait le propriétaire de l'entrepôt qui gardait comme ça bien au chaud les motos, et on sait pas pourquoi. Et on sait pas pourquoi Petronas n'en parlait pas, etc. Mais Petronas payait le gardiennage de ses motos. Bon, et puis je sais pas si je t'ai dit, hein, mais ils ont quand même dépensé 35 millions dans l'histoire, hein, donc ça fait quand même un sacré paquet de thunes. Et tout ça pourquoi? Eh ben parce qu'à la base, ils voulaient tout simplement monter un commerce énorme et vendre en masse les motos en Malaisie. Ils avaient prévu de vendre 10 000 motos, voilà, en Malaisie, hein. Et puis bah finalement, ils ont dépensé masse de thunes et ils ont produit que 75 motos en Angleterre et 75 motos en Malaisie. Et dans cette histoire, 35 millions sont partis en fumée. Voilà. Dans les années 2000, je peux te dire que c'est un gros paquet de thunes, hein. Bon, et si tu penses que les histoires elles sont finies, eh ben, on est loin de la fin, et ouais, parce que qu'est-ce qui se passe en 2012? Eh bien, 2 ans après que ces motos étaient découvertes dans un conteneur, en 2012, il y a Momoto qui rachète le stock, voilà, tout simplement. Hein. Et qui c'est Momoto? Eh ben, c'est une entreprise qui appartient à un ancien pilote malaisien. Bon, jusque-là, tout est normal. Et en plus du stock des motos, eh ben, le gars, il rachète même les brevets industriels pour pouvoir relancer une production. Sauf que là, il y a un mais. Le truc, c'est qu'il rachète les motos, mais apparemment... il les rachète sans toutes les avoir, parce qu'apparemment, à cause de soucis de taxes impayées, etc., eh ben, il y aurait une partie des motos qui n'auraient pas été envoyées là-bas en Malaisie. Et justement, elles seraient où ces motos qui seraient restées en Angleterre? Où elles sont ces motos qui ont disparu? Pourquoi il y a des problèmes de taxes, d'impayés, machin? On sait pas vraiment. Le truc, c'est que depuis le début, cette moto Foggy Petronas FP1, tout est bancal, tout est magouille, tout est à la limite de la légalité, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura sûrement jamais. Bon, du coup, le gars qui a Momoto, finalement, il a quelques-unes des motos. Je suspecte qu'en plus, avec justement les brevets qu'il a rachetés, il en a refabriqué chez lui en Malaisie.
Et puis, tout simplement, il les renomme en MM1 au lieu de FP1. Et puis, il leur donne une nouvelle couleur, voilà, vous les voyez, en noir et en blanc. Et justement, un peu après le rachat des stocks et des brevets par Momoto, ça parle un petit peu dans le monde de la moto parce que on sait très bien qu'il y a les soucis justement de taxes, que toutes les motos n'ont pas été envoyées là-bas et qu'il y en a qui seraient encore perdues. Et là, le gars de Momoto, pour faire taire tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite vidéo avec un entrepôt, et puis dans cet entrepôt, il montre que, voilà, il y a plein de MM1 et que toutes les motos sont bien chez lui. Sauf que maintenant, vu que je connais l'histoire, je pense que toutes les motos qu'il avait, il y avait une partie du stock, oui, mais il y avait une partie des motos qui avaient été reconstruites directement là-bas, vu qu'il avait racheté les brevets. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, comme par hasard, par enchantement, c'est magnifique, c'est une licorne. Qu'est-ce qui apparaît dans une vente aux enchères en Angleterre? Eh bien, une moto, une Petronas FP1. Une originale, qui est vendue dans son état. Et en plus, cette moto qui est mise aux enchères en Angleterre, elle a été vue par 2 youtubeurs anglais qui sont spécialisés dans la moto. Et ils l'ont vue, ils l'ont fait démarrer. Et ça, c'est très important parce que je te rappelle que l'histoire, elle traîne depuis des années, qu'il y a plein de motos partout dans le monde. Et en plus, les motos, elles ont été stockées pendant longtemps sans rien faire, en fait. Donc ça s'abîme une moto, n'importe quoi, ça s'abîme si ça roule pas. Et en 2020, qu'est-ce qui se passe? Eh ben justement, les 2 Anglais qui avaient été voir la première moto qui était mise aux enchères, ils refont une vidéo chez Lansdowne Motorsport. Alors comme tu as pu le voir, j'ai un très bel accent, et tu vas comprendre que ce Lansdowne Motorsport, il est important dans l'histoire, puisque c'est eux qui apparemment avaient l'entrepôt et étaient chargés de garder les motos qui étaient stockées en Angleterre pour pouvoir les restaurer. Et donc ça veut dire que tout le stock n'est jamais allé en Malaisie, comme le gars faisait le croire en filmant son entrepôt. Et là, autant te dire, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune info, on ne sait pas vraiment combien de motos sont restées en Angleterre. Il y a même des histoires pas très claires où on aurait retrouvé des FP1 avec le numéro de châssis sur le cadre effacé. Et justement, ça prouve qu'il y a eu pas mal de magouilles sur ces motos qui étaient en Angleterre, puisque il y a des motos qui ont jamais été immatriculées. Allez, et on continue, dans cette vidéo, on apprend que justement Lansdowne a réussi à restaurer complètement de A à Z 10 motos. Quand je te dis restaurer, c'est que les motos, elles sont comme neuves, comme si Petronas venait de les fabriquer en 2003. Aujourd'hui, en 2020, tu peux aller voir Lansdowne et leur dire si t'as de l'argent. Oui, bon, alors si t'as de l'argent, faut savoir que là, ils vendent les 10 motos qu'ils ont 60 000 livres, hors taxe, ça veut dire hors TVA. Bon, 60 000 livres, ça commence à taper un petit peu pour une moto qui fait que 127 chevaux, Mais qu'est-ce que tu veux? C'est une moto d'exception. Bon, et en plus, dans cette vidéo, on apprend que les gars, ils sont vraiment repartis de zéro. C'est-à-dire que quand ils ont restauré, ils avaient aucune data, ils avaient aucune pièce, ils avaient juste pas mal de motos. On sait pas exactement combien ils en avaient, on sait juste qu'aujourd'hui, ils en ont 10 complètes refaites à neuf. Et qu'en plus de ça, ils ont tout un stock de pièces, c'est-à-dire ils ont un stock de moteurs, ils ont un stock de cadres, ils ont exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer une des 10 motos si elle se crachait ou si elle tombait en panne. Donc tu vois, ça fait quand même poser pas mal de questions sur le nombre de motos qui sont restées en Angleterre et sur le nombre de motos totales que Lansdowne avait. Mais voilà, faut savoir que les motos aujourd'hui, elles viennent avec un gros package quand même. En même temps, pour 60 000 livres, tu m'étonnes. Il faut savoir que la moto, elle vient déjà dans son flight case avec les couleurs de Petronas et les couleurs de la FP1. Bon, et puis pour parler un petit peu plus des specs spécialement de cette moto, en tout cas des 10 motos que Lansdowne ils ont, il faut savoir que déjà la moto elle est entièrement en carbone. En tout cas les carénages, ce sont que du carbone. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Après le réservoir lui il est en aluminium et la finition elle est quand même plutôt pas mal. Faut savoir que la moto elle date un petit peu, donc ouais, le compteur il est pas joli, mais bon, c'est un compteur d'époque, qu'est-ce que tu veux. En plus de ça, le gars de chez Lansdowne, ils ont récupéré exactement la box du propriétaire, c'est-à-dire que dans cette petite boîte qui va en plus
de la moto. Tu retrouves donc les livrets, un DVD sur cette moto-là. Et puis surtout, tu retrouves 2 clés pour démarrer la moto. Tu retrouves 2 clés pour le réservoir d'essence, parce que c'est des clés différentes. Et puis, tu as même l'outillage d'origine qui a été fourni avec et qui est aussi siglé FP1. On voit donc des clés Facom avec le sigle FP1 dessus. Voilà. Et donc, cette moto, elle fait 127 chevaux sur la version route. Elle fait 180 kg à sec. Il y a une suspension avant et arrière en Öhlins, contrairement aussi à la version sur piste. Là, il y a un freinage Brembo, toujours. Et puis surtout, vous avez la face avant. Et cette face avant, elle vous dit quelque chose, certainement, puisque les 2 optiques de la face, là, c'est les optiques d'une KTM. Les mêmes que ceux de la Duke, par exemple. Oui, le super motard. Et c'est quand même assez exceptionnel de voir une moto comme ça à la pointe de sa technologie en 2003, avec du full Öhlins, du carbone, de la technologie au niveau du moteur, un truc de ouf. Il y a même un amortisseur de direction Öhlins. Et ils ont mis quoi devant? Ils ont mis des optiques KTM, voilà, alors pourquoi pas? Mais bon, la particularité de cette moto, elle est vraiment au niveau du moteur, puisque le moteur il est un petit peu monté à l'envers. Il y a l'injection qui est montée à l'avant de la moto, donc du côté de la roue avant, et puis à l'arrière, il y a tout simplement l'échappement qui sort au niveau du côté de la roue arrière, tout simplement. Et ça, c'est complètement atypique pour l'époque et toujours pour aujourd'hui, parce que l'échappement, il sort toujours du côté de la roue avant, normalement. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne saura jamais sur cette moto, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est une moto mythique et une moto déjà légendaire. Voilà, alors si vous avez des contacts, surtout n'hésitez pas à me les envoyer, parce que je rêve juste de la rider, cette moto, juste une fois dans ma vie. Et puis si tu veux savoir comment elle sonne, tiens, je te mets un petit extrait. C'est juste une moto mythique. Et puis toute cette histoire, tout ce mystère qui restera à jamais autour, ça fait encore une moto encore plus spéciale. Surtout, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu dans les commentaires, et puis viens t'abonner à ma chaîne YouTube s'il te plaît, et puis sur mon Instagram, montre-moi ton soutien, ça me fait plaisir. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de rester des grands enfants, parce qu'il est jamais trop tard pour s'amuser. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.